Allez, c'est parti. Donc moi, je vais vous parler de Node.js et d'Express en particulier, dans Node.js. Avant tout, qui est à l'aise avec JavaScript? Pas tout le monde. Ceux qui ne sont pas à l'aise, désolé. Vous connaissez Node.js, vous en avez entendu parler au moins? C'est un gros buzzword, donc je pense que vous en avez tous entendu parler, puisque vous êtes là. Express, c'est un framework, un micro-framework pour Node.js. Donc je vais commencer par vous présenter. Vous m'entendez là? Je vais commencer par vous présenter. Ah ouais, j'oublie toujours de me présenter. Donc moi, c'est Nicolas Chambrier. Je suis un fanboy Node.js assumé. Je m'assagirai un peu plus tard. Je suis développeur chez DigiOne. J'étais consultant chez CleverEdge jusqu'au mois dernier. Je suis passé donc chez une petite start-up bordelaise qui développe des outils pour des personnes qui font des études d'influence pour les sites web. En gros, on calcule les réseaux d'influence, on dessine les graphes, et il y a plein de petits outils techniques à faire pour les aider à faire leurs études, et on fait aussi un front office qui va bientôt être en démo, je vous en tweeterai. Je suis également formateur chez Clever Institute. Je vous ai mis le lien là. Il y a une personne qui s'est inscrite à mes formations pour l'instant, qui doit être dans la salle. Dénonce-toi. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que j'aimerais bien qu'elle se fasse un jour. Ça parle de Node.js aussi. J'ai un blog avec le dernier article qui a été posté il y a un an, je crois. Je suis sur Twitter, je poste un peu plus qu'une fois par an et j'ai aussi un mail si jamais vous voulez poser des questions. Voilà. Alors qu'est-ce que Node.js? Alors Node.js, c'est un runtime JavaScript basé sur le moteur V8 qui est celui de Chrome. C'est une API agréable, donc en gros ils ont pris le moteur V8, ils ont rajouté une API sympa pour faire du réseau et du file system, chose qu'on ne peut pas trop faire avec JavaScript nativement. Et sans ça, c'est pas hyper intéressant de développer des applications. Faire ni réseau ni file system, on ne fait pas grand chose. Donc ils ont rajouté cette API là, basée sur une librairie qui s'appelle UV, qui est fortement asynchrone. Donc c'est un peu le nouveau paradigme qui est porté par Node.js. Alors il n'est pas du tout nouveau ce paradigme, hein, mais il a été mis à la mode par Node.js et ses gros benchmarks qui écrasaient toute la concurrence. Parce que je vous l'expliquerai un petit peu après avec les premiers exemples de code. Il y a une énorme communauté, il y a beaucoup de modules qui sont créés chaque jour. Enfin, c'est vraiment un truc qui a le vent en poupe. C'est très agréable de bosser avec l'outil et avec la communauté. C'est vraiment simple. Alors Node.js, il se compile. En fait, aujourd'hui, on peut le... Ouh la vache, vous voyez quelque chose hein? C'est petit, hein. Moi je le compile parce qu'au début c'était pas évident en fait de trouver des paquets bien à jour. Maintenant il y a quelqu'un qui s'occupe du packaging sous Ubuntu, enfin sous Debian, donc c'est bien à jour, il n'y a pas de souci. C'est bon là? C'est un bon ou je grossis encore? Encore? Allez go! Ah la couleur! J'avais pas prévu ça. Ok. Donc voilà, c'est du JavaScript, rien de particulier. C'est une implémentation de CommonJS. Donc CommonJS, pour ceux qui ne connaissent pas, ça définit la notion de module en JavaScript et une fonction require qui permet de charger les modules. Donc, par exemple, on a un module FS qui est le file system avec file stream, etc. Pas mal de petites choses. Si je fais... Là, je peux faire file. Que je viens d'écrire. Là du coup avec le module FS, je peux lire dans le système de fichiers, j'ai une fonction qui me renvoie un buffer qui est la classe qui symbolise les strings de chaîne de caractères. ToString, ça me permet de voir le contenu exactement. Maintenant je vais vous parler du paradigme asynchrone.
Alors, je vais passer 2 minutes dessus quand même. En fait, le pari de l'asynchrone, c'est de dire, enfin c'est pas un pari, c'est une observation, c'est dans PHP par exemple, parce que vous faites à peu près tout PHP, quand je lis un fichier, pendant ce temps-là, je fais rien d'autre. C'est un peu dommage, parce que quand on regarde les temps de traitement, la lecture sur disque, c'est un truc qui est, c'est un temps infini quoi. On a le temps de faire 1 million de calculs pendant que le disque est en train de gratter pour aller chercher le prochain octet. Donc c'est un peu dommage de laisser slacker le CPU pendant que je suis en train de faire travailler le disque dur. Je pourrais passer à autre chose quoi. Et puis traiter le contenu de mon fichier une fois que je l'ai reçu. Donc en gros c'est ça, c'est vraiment de l'orienter événement. Je demande au disque dur, bah tiens, donne-moi le contenu de ce fichier là. Je commence à faire autre chose, puis au bout d'un moment le disque dur m'envoie un événement, il me dit ça y est j'ai lu le fichier. Et donc là je repasse à ce que j'étais en train de faire au départ. C'est pas des threads, hein, c'est pas du tout la même chose. Donc je repasse à ce que j'étais en train de faire au départ et je traite le contenu de mon fichier. Là où c'est complètement différent des threads, c'est que j'étais en train je demande la lecture de mon fichier, je passe à autre chose, là mon fichier est lu, j'arrête ce que j'étais en train de faire. Je repasse, ou alors je le termine et ensuite je lis, je traite mon fichier. Mais dans tous les cas, je fais jamais 2 choses à la fois. J'ai fait séquentiellement, il n'y a qu'une seule thread, il n'y a qu'un seul processeur géré dans Node.js nativement. Donc il n'y a pas d'histoire de race conditions comme avec les threads. C'est beaucoup plus simple, c'est moins performant qu'avec les threads. Mais enfin, on peut aller moins loin qu'avec les threads. Mais par contre, les ressources du système sont exploitées à fond. Voilà, c'est ça le principe. Donc en gros, ça se passe comme ça. Là, vous voyez que la fonction, elle se terminait par sync. J'ai la même sans le sync. Donc là, je vais lui dire de lire le fichier data. Et puis, alors, le côté événementiel dans l'API de Node, elle est cachée. Ils ont choisi un style qui est le continuous. Je sais plus, les initiales c'est CPS. C'est en gros, je te donne un callback et puis tu exécutes ce callback quand tu as fini. Les callbacks, ils ont tous la même gueule. Ils ont un premier paramètre qui est le message d'erreur et après les résultats. Voilà, donc là vous avez vu que on voit le petit chevron qui est réapparu, donc il m'a vraiment rendu la main tout de suite. Et après il a affiché le fichier lu. Si je réexécute ça d'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà, c'est vraiment une évidence, mais bon. Donc là, si j'étais en PHP, je lis d'abord le fichier et ensuite j'affiche après. Donc en PHP, j'aurais fichier lu le contenu et ensuite j'aurais écrit après. Là, c'est l'inverse qui va se passer, puisque la fonction m'a rendu tout de suite la main. Mon CPU bosse, il va exécuter le console.log en l'occurrence, et après il a reçu le contenu du fichier, puisque le console.log était beaucoup plus rapide que la lecture du fichier, et il m'affiche le contenu de mon fichier. Voilà. Donc ça c'est pour une petite présentation de Node concrètement. Qu'est-ce que n'est pas Node.js? Alors Node.js n'est pas idéal pour toutes les situations, ça me fait mal de le dire mais il faut être pragmatique. Servir des fichiers statiques, ne croyez pas les benches, il y en a plein qui essaient de vendre Node, il y a plein de modules pour faire du service de fichiers statiques. Quand vous les benchez vous-même, c'est une catastrophe, hein. C'est pas fait pour quoi. Utiliser Nginx, utiliser même Apache, ils se débrouillera mieux. Enfin, utiliser des serveurs qui sont faits pour, il n'y a pas de souci avec utiliser des outils qui sont faits pour. Faire un reverse proxy, ça c'est pareil, en début de Node, il y a plein de gens qui ont fait des reverse proxy, c'est super cool, ça se fait en 5 lignes, c'est vrai, c'est assez sympa. Pour s'entraîner, ça peut être sympa, mais mettez pas ça en prod, quoi. Utilisez HAProxy, utilisez Varnish, enfin, il y a plein de solutions qui sont là pour ça et qui sont plus efficaces. Ne prenez pas Node.js pour un outil à tout faire. C'est pas un framework web. Par défaut, lui, c'est juste un langage de programmation, donc c'est pas un framework web. Et de toute façon, vous ne trouverez pas Symfony.js, il n'y aura pas d'équivalent pour l'instant. Ça arrivera peut-être un jour, mais c'est pas l'esprit pour l'instant. C'est pas non plus un cancer, vous chercherez cancer, Node.js, discussion avec des icônes en fait.
Voilà. Il y avait un type qui disait que bon, ça vaut le coup de revenir dessus, que c'était un cancer parce qu'il ne gérait pas bien la suite de Fibonacci. Bon, je force un peu le trait, mais c'est vrai que si vous faites un serveur web qui va, en gros, c'est une page en gros qui prend un entier et qui renvoie la suite de Fibonacci pour cet entier-là. Pendant que le calcul est fait, il n'y a qu'un seul CPU, les autres personnes qui vont sur cette page-là, ils n'ont pas de réponse. Donc en gros, il y a 4 personnes qui vont visiter la suite, la suite de Fibonacci sera calculée 4 fois d'affilée. Et le 4e qui est arrivé sur la page, il aura eu le temps d'attendre 20 minutes avant de recevoir sa réponse. Donc là, le mec il a dit, mais c'est catastrophique, c'est quoi ce paradigme, c'est monstrueux, il faut utiliser les threads, regardez, c'est beaucoup plus efficace. Pour la suite de Fibonacci, il a raison, c'est pas un problème. Après, on peut aussi faire des threads en Node, il n'y a pas de problème. Alors qu'avec d'autres langages, on peut faire des threads, mais on ne peut pas faire d'asynchrone. C'est plus vrai avec Java, hein. Attention, aujourd'hui, on peut faire de l'asynchrone, Java est très efficace aussi. Non, abandonner PHP par contre. Ça, vous pouvez le faire, tranquille. En PHP, on peut faire ni threads ni asynchrone. Enfin, j'ai pas de démo là-dessus, je ne vais pas trop humilier. Voilà. Ce qu'il faut retenir de Node.js, donc en gros, si vous voulez débarrasser votre esprit des futilités pour en parler à votre chef, ou vous êtes chef et vous ne retenir que l'essentiel, c'est CommonJS. Donc le CommonJS, ça permet le package manager de Node. Est-ce que j'ai un peu de réseau? Ouais, c'est cool. J'ai un peu de réseau, donc je vais pouvoir vous montrer NPM. Donc NPM, c'est le gestionnaire de package de Node. En gros, on fait npm install. Je vais mettre sur le deuxième dossier, ça sera plus facile. Voilà, j'ai rien dans mon dossier. Je fais npm install socket.io par exemple. C'est classique, hein, il va aller me chercher le package socket.io, il va me chercher les dépendances de ce package-là, notamment il y a du XML, HTTP, il y a plein de trucs. Il installe tout ça, il compile éventuellement les choses qui doivent être compilées. Ça y est, c'est fait. Il m'a mis tout ça dans notre module. J'ai mon socket.io. À partir de ce moment-là, le require va trouver mon module tout seul. En fait, require, il va aller chercher dans le dossier Node module, ce qui est dans mon dossier courant. S'il ne le trouve pas, il va passer au dossier d'au-dessus, il va chercher un dossier Node module, etc. jusqu'à la racine. Et du coup, ça veut dire que donc là, j'ai mon require de socket.io qui marche. Là, je suis dans le dossier Toto. Si je fais la même chose, il le trouve aussi. Ça, c'est tout con, mais ça permet un truc qu'aucun package manager ne fait, qu'aucun langage n'arrive à gérer. C'est que si socket.io dépend d'une librairie en version 1 et que Express dépend d'une librairie en version 2 et que ces deux librairies sont incompatibles entre elles, et ben ça marche quand même. Parce que Express, lui, quand il va faire son require dans son dossier, il va aller chercher sa version 1, sa version 2 de la librairie parce qu'elle est dans son dossier Node Modules, et Socket.io à côté, lui, ira chercher sa version 1 qui est dans son dossier Node Modules aussi. Et les deux ne se marcheront pas sur les pieds parce qu'il n'y a aucune déclaration globale. Un module, c'est qu'une variable. Il existera uniquement pour l'un et pour l'autre, chacun aura sa version du module. Et ça, à ma connaissance, je crois que Python pourrait le gérer, mais je ne suis même pas sûr qu'il le gère. En tout cas, la notion de module en Python est la même. Mais que ce soit Java, PHP, Ruby, ils ont tous une notion de global. Et un module, quand il est chargé, il existe dans le contexte global et on est niqué. Alors que là, le dependency, elle, n'existe plus. Et ça, c'est juste magique. Donc ça, c'est à retenir vraiment, c'est un énorme avantage de Node. Donc Node.js utilise nativement un seul cœur, ça c'est hyper important aussi à mémoriser. Donc c'est ce qu'on appelle le single threaded event loop, que je vous ai expliqué. Il y a plein de solutions pour faire du cluster facilement. En vrai, c'est pas un problème. Si on a 8 cœurs, on a juste une ligne à rajouter dans le code et il va charger 8 instances de notre serveur et il va distribuer tout seul. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, il faut avoir écrit un code qui se scale bien en multiprocesseur. Ouais. L'esprit des modules pour l'instant, c'est do one thing and do it well. C'est vraiment l'esprit Linux, c'est-à-dire que si j'ai un fichier qui fait, si je veux écrire un module qui fait du logging, il va faire du logging. Il ne va pas faire de l'enregistrement en base de données. Il fera du logging et puis il aura une notion de storage. Et puis ce sera un autre module qui s'occupera du storage de mes logs dans une base de données.
C'est vraiment ça l'esprit actuellement. Donc vous ne trouverez jamais, en tout cas pas aujourd'hui, de gros framework MVC de la mort qui fait tout, avec tous les composants intégrés. Ça n'existera pas dans un futur proche. Il y aura des packaging de modules entre eux, un peu ce que fait Symfony 2. Donc là, un peu l'équivalent, ce sera un peu Flatirons. Moi, je vais vous parler d'Express, en l'occurrence. Alors, Express, c'est écrit par T.J. Holloway-Chuck, qui est une star dans le domaine. Il a écrit à peu près la moitié des modules Node. Il y en a 10 000. Non, j'éconne, il en a écrit une bonne vingtaine. Mais, il en fait un peu trop, des fois, il y en a qui n'arrivent plus à gérer. Express, c'est son bébé, donc il le gère bien. C'est un micro-framework MVC. Il fonctionne à base de middlewares et il est Power by Connect, ça vous en foutez complètement. Je vous en parlerai maintenant. Donc je vais vous faire une petite démo. Hop. Donc je triche pas, hein. Là sur localhost j'ai rien. J'ai pas de code non plus, j'ai juste Node Modules, j'ai préinstallé mes trucs parce que j'étais pas sûr d'avoir de réseau. Donc, à partir du moment où j'ai installé Express, il s'est installé en tant que binaire dans Node Modules, je peux taper la commande Express, donc il me propose d'installer, enfin d'initialiser mon environnement. Hop, voilà. Il m'a initialisé mon application. Normalement, je peux la lancer. Ah non, il faut que j'installe Java. Ah, le bâtard, il m'a modifié mon package JSON. Ça va, je m'avais pas écrit. Donc, il m'a créé un package.json. C'est avec ça qu'on définit un module et qu'on définit ses dépendances. Notamment, là, dans les dépendances, il m'a mis Express et Jade. Jade, c'est son moteur template, je l'aime pas du tout. Mais on va l'installer quand même. Donc à partir du moment où il y a un package.json, NPM le reconnaît, il y a juste à taper npm install pour qu'il installe les trucs qui manquent. Voilà. Et après, je lance l'application. Hop, ah, tout sur port 3. Voilà, donc ça c'est le Hello World. Voilà, donc, vous avez vu, c'était pas trop compliqué. Le code, il est là. C'est pareil, c'est peut-être un peu petit, mais... Ça va? Ouais, ça va. Donc vous voyez, il nous a généré ça, c'est pas trop long, ça va encore, et encore il y a des fioritures. Donc il nous a chargé Express, il nous a chargé les routes, alors récemment il nous met les routes dans un autre dossier. Je vous le recoderai, le truc, ce sera, vous verrez que c'est hyper simple. Il nous configure le bestiau, il nous configure selon l'environnement, donc en production ou en développement. Et puis sur la route slash, il associe le route.index. Hop. Donc route.index, c'est une fonction qui fait render de index. Quand on appelle render, il va chercher dans les views, il charge index. Voilà. C'est inspiré de Haml, le truc Java que j'aime pas. Et puis, ouais, puis après, il est content. Quand il a démarré, il me dit qu'il hop, voilà, rien de particulier là-dessus. C'est simple, ça démarre vite. Il y a une notion de middleware qui est très importante. Je vais vous en parler parce que c'est vraiment utile. Donc là, ça c'est de la conf, et ça c'est des middlewares. Donc il y a des middlewares qui sont gérés nativement. Le body parser, ça permet d'envoyer des formulaires. Méthode override, ça permet de simuler les méthodes put, delete, etc. dans un formulaire. Le router, ça c'est un peu indispensable, c'est celui qui fait le routing, quoi. Et puis ça, c'est pour la délivrance des fichiers statiques. Maintenant, je vais rajouter mon propre middleware. Donc un middleware, il a 3 paramètres. Hop. La request, la response et un callback à appeler pour dire de passer au middleware suivant. C'est assez simple. Donc là, ce que je vais faire rec.coucou égale gamin. Hop. Voilà. Et puis je vais surtout appeler, tiens, je ne vais pas appeler next, comme ça on va voir comment ça se passe. Je redémarre mon application. Alors je vais la démarrer avec supervisor, comme ça il démarrera tout seul la prochaine fois, ce sera plus simple. Tac. Voilà, là vous regardez en haut, ça mouline. La page ne me répondra jamais, parce que j'ai cassé la chaîne des middleware.
J'ai oublié d'appeler next. Tac. Voilà. Là, elle répond. Donc voilà, j'ai mis rec.coucou, en gros j'ai pris la request puis je vais affecter une variable. Et puis dans mon render, je vais lui passer coucou, rec.coucou. Il a la même request ici, donc mon rec.coucou il a été défini en amont dans mon middleware, donc il est disponible ici. Et après j'ai plus qu'à faire coucou. Hop, si je recharge ça, ça m'affiche bien. Coucou Gavin. Voilà, donc vous avez un petit exemple d'utilisation des middleware, donc ça typiquement c'est vachement pratique pour l'authentification. En gros, pour implémenter l'authentification, je vais me faire un middleware qui fait if not authenticated, donc là je vais regarder s'il a une session, en fonction de la façon dont on gère l'authentification, et là je vais le rediriger vers le /login, tout simplement. Et ça, du coup, en le faisant sur un middleware générique que j'ai déclaré en amont de mon application, et ce sera appliqué à toutes les pages d'un coup. Donc, j'ai rien de particulier à faire. Je peux gérer mon authentification comme ça très facilement. Après, je peux aussi appliquer ces middleware ici. Hop. Donc, ça reste exactement le même principe, sauf que là, en fait, les routes, si vous regardez, la route, c'est une function qui prend la request et la response. C'est un middleware, en fait. Hein. Il n'y a aucune surprise. C'est juste que c'est le dernier middleware, donc elle n'appelle pas next, donc elle n'en a pas besoin. Et là, si je fais coucou, hop, je peux passer une suite de middleware à une route. Et du coup, là, mon coucou ne sera défini que pour ma route index. Si je définis une autre route à côté, là, il ne la connaîtra pas. Donc, je vais faire une deuxième route, je vais appeler /bis. Et cette fois, je ne vais pas mettre coucou. Hop. Donc là, sur slash, j'ai bien mon coucou gamin. Sur mon /bis, j'ai coucou tout court. Voilà. Ça vous permet de comprendre un petit peu les middleware. J'en profite pour vous présenter ça. C'est en théorie un peu avancé. Ça ne devrait pas faire partie d'une intro. Mais c'est quelque chose qui est difficile à comprendre tout seul dans son salon. Donc je pense que ça peut être utile. Les templates, du coup, vous les avez vus rapidement. Voilà. Qu'est-ce que n'est pas Express? Express n'est pas un fourre-tout, comme je vous le disais, c'est un peu un des trucs pour le... C'est jusqu'à quelle heure la conf? Je sais plus. 10h20. Ah ouais. Donc ce n'est pas un fourre-tout, c'est pas un gros framework, c'est voilà, le logging il est fait à base de console.log, la configuration elle est faite à la main, vous avez vu on fait app.configure puis on passe une fonction, c'est pas super top pour le mettre dans un fichier de config. Enfin, voilà, tout ça c'est des choses qui ne sont pas gérées par le framework. Lui il donne la couche de base, il s'occupe de faire le routing et de gérer, de mettre les petits raccourcis syntaxiques qui vont bien pour faire le rest en render, rest en redirect, etc. Lui c'est tout ce qu'il fait. Si on ne l'avait pas lui, nos applications elles ressembleraient à ça. Je vais vous en faire un petit vite fait. Je vais appeler serveur.js. Nos applications elles ressemblent à ça. On charge le module HTTP. Puis on fait http.createServer. On lui passe une response. Je crois que là il faut faire rest.end. On va regarder ce que ça donne. Et puis après on listen sur le port 80. Non, pas du tout, parce qu'il y a que lui ici. Ouais, j'ai pas payé. C'est vachement bien sur Vitex, je vous le conseille. Tac. Hop. Bon, ça va pas marcher. Bien vu. Ah putain, ça marche. Ok. Bon, je pensais pas que j'arriverais le premier coup. Parce que j'ai oublié la technique depuis. Voilà, on a res.writehead, res.end et res.send. C'est tout. On n'a pas de redirect, de render ou de trucs dans ce là dans l'API de base. On reçoit une request, la request elle a rien, c'est un stream. Donc il faut parser le stream et s'il y a du post dedans, il faut se le parser à la mano. Voilà. Enfin, il n'y a pas de routing non plus, hein. On a un rec.url et puis on se démerde pour appeler la bonne fonction en fonction de rec.url. Donc Express apporte tout ça par rapport à l'API de base, qui est déjà très bien.
Voilà, mais il n'apporte que ça. Il faut utiliser d'autres modules pour ça. Alors pour le logging, je conseille Winston, qui est très bien. Pour la configuration, il n'y a pas trop de mystère, vous êtes obligé d'appeler un callback, donc le plus simple c'est d'utiliser nconf, qui est très sympa, et en fonction des variables qu'il y a dans nconf, de mettre ce qu'il faut dans votre callback. Il n'est pas figé non plus, il y a Express 3.0 qui arrive et qui va tout péter au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que l'API change complètement, c'est complètement incompatible avec ça. À surveiller. Si vous démarrez un projet dans un mois ou deux, ça peut valoir le coup de se poser la question. C'est un peu comme l'année dernière entre Symfony 1 et Symfony 2. Quoi. Que retenir d'Express, comme tout à l'heure? C'est donc un framework web, un micro-framework en l'occurrence. Le démarrage est très rapide, hein. Vous avez vu, j'ai tapé Express, mon truc est prêt, j'ai plus qu'à remplir les trous et à définir mes propres routes. Quoi. En gros, j'ai plus qu'à écrire mes modules pour ceux qui connaissent Symfony. Il est basé sur les middleware, donc les middleware, vous avez vu que c'est très puissant. Je vous aurais bien parlé de socket.io, mais on n'aura pas le temps, c'est juste magique le composant, c'est trop bien. Voilà. J'essaierai de me mettre à 15 heures pour faire une démo de socket.io parce que j'ai vachement envie d'en parler. Il y a plein de composants annexes, donc les moteurs de template, la configuration, les logs, tout ça, c'est pas Express de le gérer nativement. Vous ne pouvez pas mettre un truc en prod juste avec les composants natifs. Le logging à base de console.log, c'est pas sérieux, quoi. On peut pas monitorer une application avec ça. Donc voilà, il faut simplement prendre le temps avant la mise en prod de configurer ces composants correctement. Donc démo si on a le temps, on n'a pas le temps. Les alternatives, donc pas de framework, c'est ce que je vous ai montré juste avant avec le module HTTP. C'est le choix d'Isaacs qui fait le site web de NPM, qui est un des sites les plus moches au monde, mais qui est assez efficace. Il a assez peu de pages, donc c'était pas forcément un choix idiot, c'est-à-dire qu'il a qu'une page, c'est une single page web app, voilà, pourquoi pas, il n'a pas forcément les besoins d'un framework. Je trouve ça un peu idiot de se passer d'un bon micro-framework, pourquoi pas. Flatiron, c'est un ensemble de composants qui est propulsé par NodeStack, je crois, qui est une société qui bosse beaucoup avec Node. Ce qui est très bien, c'est que les composants sont utilisables ailleurs, donc notamment nconf et Winston qui sont mes préférés. Et il y en a 1 milliard sur cette page wiki. J'ai testé personnellement Locomotive, Tower, Railway et Flatiron. Railway, c'est un équivalent de Rails, pardon. Bon, personnellement, il n'y a que Express qui m'a satisfait. Les gros frameworks, j'ai du mal parce que quand on bosse avec Node.js, en fait, on apprécie de retrouver la légèreté. On est vraiment content de ne pas se taper un Drupal ou des gros monstres comme ça. On est heureux de retaper d'avoir accès à notre couche HTTP, de retourner à la simplicité des couches bases. Et c'est vrai que du coup, il n'y a pas beaucoup de gros frameworks et ils n'ont pas beaucoup de succès, parce que la communauté ne cherche pas ça, quoi. Après, il y en a 1 million d'autres, vous pouvez les tester, hein. Notamment Railway, qui peut être bien, hein, si vous aimez ça. Est-ce que j'ai le temps de parler de faire sa veille? C'est bon. Enfin, ça va être vachement chaud. Hein. Lisez vite. il y a donc 7000 modules, il y en avait 6000 je crois il y a quelques mois, ça monte à 7000, je crois que c'est fini aujourd'hui, il y en a 10 par jour je crois qui sortent. Ça fait beaucoup, il y en a autant qui se mettent à jour évidemment. Moi je suis le flux RSS de NPM pour voir tous les nouveaux modules qui arrivent et toutes les veilles, donc en gros j'ai 200 articles par jour. Donc je passe ça vitesse grand V, je regarde si le nom est sympa, si la description me parle, si ça correspond à un truc dont j'ai besoin. En gros, il y en a peut-être 1 ou 2 que je vais visiter chaque jour. Ensuite, comment je fais les tri? Donc je regarde s'il y a un dépôt renseigné dans le package.json. Donc si c'est un dépôt GitHub, c'est encore mieux parce que voilà, ça correspond à mes habitudes. S'il n'a pas de dépôt renseigné, niet, parce que ça veut dire que je ne peux pas regarder le code sur mon téléphone, ou je peux pas. Au moment où je suis en train de faire ma veille, je ne vais pas pouvoir regarder le code. Il va falloir que je fasse un npm install du module. Ça va me prendre 10 secondes, c'est niet. J'ai pas le temps, il y en a 100, voilà. Est-ce qu'il a un README? Ça c'est super important parce qu'au moins on voit la description. Est-ce qu'il a des tests unitaires? En plus avec, j'adore, Travis. Avec Travis aujourd'hui, les modules mettent dans leur README un petit badge qui montre si les tests passent ou pas. Ça c'est génial, on voit le petit test vert, j'ai même pas besoin de regarder les tests, je suis content. Donc ça c'est des bons indicateurs, c'est de très bons indicateurs. Est-ce que l'auteur est connu et est-ce qu'il est bon? Donc connu c'est ce que moi je le connais, hein.
par Patrice Sabatier qui n'est pas le module Node. Est-ce que le module est encore actif? Donc là, en gros, il faut aller voir les issues, voir s'il n'y a pas une vieille issue importante qui n'a jamais été traitée. Ça, c'est moche. En général, s'il y a ça, c'est pas bon, quoi. Donc s'il y a ça et que le module est vraiment important pour moi, je vais regarder le code et voir si je peux corriger le truc moi-même et faire mon fork du module, sinon il dégage. Donc s'il correspond à tous ces critères-là, il peut éventuellement être testé et on va éventuellement pouvoir s'en servir plus tard. Donc je vous dis ça parce que c'est souvent en fait un problème que les gens ont quand ils arrivent sur Node, c'est putain il y a 8000 modules, qu'est-ce que je fais quoi? Donc voilà, ça permet déjà de faire un tri rapide, c'est pour moi des bons indicateurs et ça permet de gagner énormément de temps dans sa veille. J'ai un pet project que je mettrai jamais, que j'arriverai jamais à publier parce que j'aurai jamais le temps, mais je vous en parle quand même, qui fait un tri automatique des modules en fonction de ces critères-là, genre de leur appliquer un score et puis de faire un tri, un truc un peu sympa. Un jour ça sortira peut-être de Localhost, c'est pas gagné. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non, parce qu'il est 10h22.